On dit souvent que le crime ne paie pas, mais pour certains barons de la drogue, la vie en tant que trafiquants parmi les plus puissants au monde leur a permis d'acquérir des propriétés parmi les plus luxueuses de la planète. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a pu en profiter bien longtemps. Installez-vous confortablement, on vous emmène à la découverte de 15 villas de barons de la drogue. Aujourd'hui totalement à l'abandon. Numéro 15. La Casa Mala de Pablo Escobar. Située sur les plages immaculées de Tulum au Mexique, la Casa Mala faisait partie d'un vaste réseau de biens immobiliers achetés par Pablo Escobar dans les années 80. À cette époque, l'empire criminel d'Escobar atteignait son apogée et cette villa n'était qu'une acquisition parmi tant d'autres, avec ses voitures de luxe et ses dizaines de propriétés. Si Escobar a choisi cet endroit, ce n'est pas un hasard. La villa était nichée en pleine jungle, dans une zone isolée de la région de Tulum. Un lieu parfait pour un homme aussi traqué que lui. La Casa Mala était aussi un symbole très clair de la fortune colossale d'Escobar. À son apogée, on estime que le cartel de Medellín rapportait environ 450 millions de dollars par semaine et que la fortune personnelle d'Escobar dépassait les 25 milliards de dollars. Un niveau de richesse qui se reflétait pleinement dans la villa. Un domaine de plus de 10 hectares, avec un zoo, une plage privée, 42 pièces, un mobilier estimé à plus d'1,5 million de dollars et plusieurs piscines. Tulum, à l'époque, était un repère pour les riches et puissants. On y croisait aussi bien des hommes politiques influents que des chefs de cartel comme Escobar lui-même. Mais après sa mort en 1993, la villa a été abandonnée. Elle n'a été redécouverte qu'en 2003, puis restituée à son propriétaire d'origine, avant d'être vendue en 2012 à un marchand d'art new-yorkais, Leo Mala. Passionné par les œuvres contemporaines de grands noms comme Jean-Michel Basquiat ou Kawes, Mala a transformé la villa en hôtel 5 étoiles. Les travaux ont été achevés en 2015 avec 9 chambres seulement à l'ouverture. Aujourd'hui, l'établissement est devenu un resort de 72 chambres, avec piscine, espace de détente et un hall d'entrée orné de peintures, sculptures et meubles signés par les plus grands artistes et designers contemporains. L'art y est régulièrement renouvelé pour que les visiteurs fidèles découvrent à chaque séjour de nouvelles œuvres. Numéro 14. Wallace Trasher. Tout commence dans les années 70. Wallace Trasher aurait mis en place un vaste réseau de trafic aérien, transportant des tonnes de marijuana et de cocaïne dans l'ouest de la Virginie. De là, les distributeurs expédiaient les cargaisons vers le nord, Chicago, Detroit et d'autres grandes villes américaines. Trasher avait une méthode bien à lui. Il utilisait des avions privés pour faire entrer ces cargaisons illégales. Résultat, très difficile à tracer, pratiquement invisible au radar des autorités. Et sa réussite se voyait dans son train de vie. Lui et son épouse, Olga, possédaient un domaine rural de plus de 4 hectares en Floride. Mais ils préféraient la tranquillité des montagnes et ont finalement élu domicile dans la vallée de Little Creek, dans le comté de Blount. Beaucoup de gens dans le coin savaient d'où venait réellement leur fortune. Mais au lieu de les rejeter, les habitants les voyaient un peu comme des célébrités locales. Les rumeurs circulaient, bien sûr, mais rien ne sortait jamais au grand jour. Pendant 10 ans, Trasher a réussi à rester 2 longueurs d'avance sur la justice. Jusqu'à ce fameux soir du 17 octobre 1984 où l'un de ses pilotes s'est écrasé contre une montagne avec un avion rempli de marijuana. L'accident attire l'attention de la presse locale, puis nationale. Rapidement, les autorités découvrent que Trasher payait les frais de hangar et d'entretien de l'appareil. Il n'y avait plus vraiment de doute sur le fait qu'il en était le propriétaire. Quelques semaines plus tard, alors que les enquêteurs se rapprochent dangereusement de lui, une nouvelle tombe. Trasher serait mort dans un crash d'avion enflammé, quelque part au Belize. Son corps aurait été réduit en cendres. Sa femme, elle, a bien organisé des funérailles. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains pensent qu'il a simulé sa mort. L'enquête fédérale lancée contre lui, elle, a tout de même mené à l'une des plus grandes saisies de drogue de l'histoire de la région Mid-Atlantique. En 1986, plus de 150 millions de dollars en drogue et en liquide sont confisqués par les agents de la DEA. L'objectif principal de l'opération était d'arrêter Trasher. Mais il avait déjà disparu. Il aurait laissé une photo de lui assis sur une montagne de billets, juste pour provoquer les agents à ses trousses. Aujourd'hui encore, sa villa en Floride est à l'abandon. Et Wallace Trasher n'a jamais été retrouvé. Numéro 13, Coyotes. La Fortaleza d'Amado Carrillo Fuente. Surnommé le Seigneur des Cieux, l'ex-chef du cartel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, s'est fait construire une maison de rêve à plus de 4,5 millions de dollars, dans le quartier ultra huppé de Jardín del Pedregal, au sud de Mexico.
La Fortaleza, une résidence de 2 étages, s'étend sur plus de 900 mètres carrés. À l'intérieur, piscine couverte, jardin luxuriant, garage pouvant accueillir une trentaine de voitures. Et ce n'est que le début. La villa comptait aussi un bar avec cave à vin, 9 chambres, 6 jacuzzis, des dizaines de placards et dressings, une cuisine gigantesque, un hammam, une bibliothèque. Et même une maison de poupées grandeur nature pour les enfants. Saisie en janvier 1995, soit 2 ans avant la mort de Carrillo, la villa est rapidement devenue une sorte de cadeau empoisonné. Trop tape à l'œil, trop risqué, et surtout, personne n'en voulait vraiment. La Fortaleza était l'un de ses centres opérationnels, mais il a vite dû fuir quand ses ennemis et les forces de l'ordre ont commencé à se rapprocher. Même s'il possédait des biens dans tout le Mexique, Carrillo ne restait jamais longtemps au même endroit. Il était recherché par les autorités d'Argentine, de Colombie, des États-Unis et bien sûr du Mexique. Pour échapper à tout cela, il a subi plusieurs chirurgies esthétiques afin de changer d'apparence. Mais ironie du sort. C'est justement l'une de ces opérations qui lui a coûté la vie en 1997. Des années après sa mort, la Fortaleza est restée un vrai casse-tête pour l'État mexicain. Une tentative de l'offrir via une loterie nationale a échoué. Très peu de gens se sont montrés intéressés. Depuis, la villa est restée dans les mains de l'Institut pour la restitution des biens volés au peuple, un organisme gouvernemental lancé par le président Andrés Manuel López Obrador pour liquider les biens saisis aux mafias et aux fonctionnaires corrompus. En mai 2020, elle a été mise aux enchères, mais sans succès. Le gagnant n'a jamais payé et la villa reste donc encore aujourd'hui propriété de l'État. Numéro 12. La Villa Rose. À première vue, cette grande maison à la façade rose pastel pourrait sembler charmante. Mais en réalité, elle cache un passé sombre et criminel. Cette ancienne demeure néo-gothique située près de Prestatyn, au nord du pays de Galles, est à l'abandon depuis plus de 25 ans. Et il semble bien qu'elle ait été utilisée par des trafiquants de drogue. Ce sont des explorateurs urbains qui sont tombés dessus par hasard, en visitant d'anciennes demeures. À l'intérieur, ils ont trouvé du matériel encore en place. Lampes horticoles, câblage électrique, système d'arrosage, tout ce qu'il faut pour faire pousser du cannabis à grande échelle. L'une des photos les plus marquantes montre un magnifique vitrail, vestige du raffinement qu'a un jour connu la maison. Mais ce raffinement n'est plus qu'un souvenir. La maison a été bâtie autour de 1750. Elle appartenait alors à Thomas et Hannah Jones. Leur fils, Thomas Jones, peintre de paysages connu, l'a hérité en 1789. Plus tard, c'est une certaine Clara Thomas, héritière fortunée, qui en a pris possession. En 1952, elle est vendue aux enchères à 2 couples qui la transforment en hôtel et centre d'équitation. L'un des tout premiers au pays de Galles. L'hôtel a fermé en 2008. Un homme d'affaires londonien l'a racheté ensuite, mais n'a jamais rien fait avec. La maison reste vide depuis. Bien qu'il soit évident qu'elle a servi à la culture de cannabis, rien ne prouve que le propriétaire actuel ait été au courant, ni qu'il ait participé à quoi que ce soit d'illégal. Même si l'affaire paraît louche, les autorités n'ont ouvert aucune enquête contre lui. Son identité d'ailleurs reste inconnue. Numéro 11. La villa Grow Up de King City. Pendant des années, la localisation exacte de cette maison était tenue secrète. On savait seulement qu'elle se trouvait quelque part à King City, au Canada. Ce n'est qu'en mars 2015, quand des photos sont apparues sur la page Ontario's Abandoned Places, que l'affaire a éclaté au grand jour. La maison aurait été utilisée pour faire pousser du cannabis en intérieur. Ces opérations de culture clandestine, qu'on appelle grow-ups, étaient devenues courantes dans la région à cette époque. Et forcément, cela a déclenché une avalanche de rumeurs sur la légalité du projet et l'identité de ses propriétaires. La villa avait été construite en 1995 pour George Fager, un homme d'affaires britannique. Il dirigeait une société appelée Canadian All-Terrain Vehicle Manufacturing qui vendait des pièces pour voitures en kit. L'entreprise était aussi co-gérée par son fils, Robert Fager, mais a fermé ses portes en 2004 à cause de pratiques douteuses. En 2008, la maison est achetée par la famille Green. Jeff Green y vit avec ses 4 enfants, âgés de 8 à 17 ans. Ils y resteront environ 4 ans. Ensuite, la maison est mise en vente par une agence immobilière. Certaines sources affirment qu'elle a été rachetée par 2 investisseurs qui s'en seraient servis comme site de production de cannabis. Mais ces infos restent floues et pourraient être confondues avec une autre histoire du même genre. Ce que l'on sait, c'est qu'une opération de culture y a bien été installée, au départ déclarée comme légale. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait avec certitude qui gérait vraiment ce lieu. Estimée à environ 1 700 000 $, la maison s'étend sur un terrain de plus de 2 hectares.
Elle possède une piscine extérieure, une terrasse, un court de tennis, une cuisine design, 6 salles de bain, une grande salle de jeu, un sauna, un escalier en colimaçon, un mur de cascade en pierre et des puces de lumière. Quand les photos ont commencé à circuler sur les réseaux, l'imagination du public s'est enflammée. Beaucoup ont tout de suite pensé à une cache de narcotrafiquants. Numéro 10. La villa d'El Chapo à Acapulco. Selon de nombreux Mexicains, Joaquín El Chapo Guzmán était si riche qu'il possédait une maison sur pratiquement chaque plage du pays. Figure incontournable du trafic de drogue dans les années 90, il a été l'un des plus puissants barons de l'histoire du narcotrafic. Son immense fortune lui a permis un style de vie extravagant. Des félins exotiques se promenaient librement dans ses propriétés, y partaient en Suisse pour des traitements anti-âge, jouaient des fortunes dans les casinos de Macao et possédaient plusieurs jets privés. Mais parmi tous ces biens, l'un de ses plus précieux était une villa estimée à 10 millions de dollars, située sur la côte pacifique à Acapulco, dans l'une des stations balnéaires les plus luxueuses du Mexique. À l'intérieur, tout y était. Piscine, cours de tennis et même un zoo privé. Un petit train permettait de faire le tour du domaine pour admirer les lions, les tigres et les panthères. Selon Miguel Ángel Martínez, un ancien pilote du cartel de Sinaloa, il y avait même un yacht amarré non loin de là. La villa a été abandonnée en 1993, à la suite de tensions internes dans le cartel et sous la pression des enquêtes menées par les autorités américaines et mexicaines. El Chapo s'est d'abord réfugié à Tonala, dans le Jalisco, où il aurait possédé un ranch, puis il s'est caché à Mexico, séjournant environ 10 jours dans un hôtel. C'est là qu'il a rencontré un associé et lui a remis 200 millions de dollars, destinés à subvenir aux besoins de sa famille s'il venait à disparaître. Il a donné la même somme à un autre homme de confiance, pour s'assurer que le cartel continue à fonctionner normalement en son absence. Il a été capturé au Guatemala en 1993, mais s'est évadé de prison en 2001. Arrêté de nouveau en 2014, il s'est échappé l'année suivante d'une prison de haute sécurité grâce à un tunnel de 1,5 km, dont l'entrée se trouvait dans sa douche. La villa a finalement été mise en loterie publique par l'État mexicain en 2018. Numéro 9. La Hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Parmi toutes les propriétés somptueuses de Pablo Escobar, la Hacienda Nápoles reste sans doute la plus célèbre. Située à Puerto Triunfo, en Colombie, elle reflétait pleinement le luxe et la folie de grandeur du narcotrafiquant. La propriété comprenait un zoo, une arène de corrida, une piste d'atterrissage privée et un lac. Elle était située à mi-chemin entre Bogota et Medellín, le long de la route principale. Le domaine comprenait une maison de style colonial espagnol, un parc de sculptures et un zoo complet avec des animaux venus de tous les continents. Antilopes, éléphants, oiseaux exotiques, girafes, hippopotames, autruches, poneys. À l'époque, ce lieu était un symbole de richesse et de pouvoir, un emblème de la domination d'Escobar sur le narcotrafic mondial. Mais après sa mort en 1993, la propriété est tombée en ruine. Elle a fait l'objet de nombreuses batailles juridiques, avant que le gouvernement colombien n'en prenne possession et ne décide de la transformer en parc à thème. Certains animaux ont été transférés dans des refuges, d'autres sont restés sur place. Aujourd'hui, la Hacienda Nápoles attire de nombreux touristes curieux de découvrir les traces du passé criminel d'Escobar. Les ruines de sa maison, les sculptures de dinosaures qu'il avait fait installer et ce qu'il reste de sa mégalomanie. Numéro 8. La maison d'Arlington de Rakesh Jyotsharan. En 2005, après l'arrestation du trafiquant de drogue Rakesh Saran, les autorités américaines ont saisi sa propriété d'Arlington au Texas. Une maison de luxe, estimée à 3,7 millions de dollars, malgré son passé douteux. Mais ce qui attirait le plus l'attention, ce n'était pas tant les équipements, que sa proximité directe avec le stade des Cowboys, un rêve pour les fans de football américain. Saran et son équipe prenaient des commandes de médicaments sur ordonnance via Internet, puis les expédiaient dans tout le pays. Ils empochaient en moyenne plus de 50 000 dollars par jour. En décembre 2009, Saran a plaidé coupable pour plusieurs chefs d'accusation, notamment pour fraude à l'assurance santé, fraude postale et trafic de substances réglementées. Il a été condamné à 12 ans de prison fédérale et à 68 millions de dollars de restitution. Il a également dû abandonner sa maison, encore en chantier à l'époque. En mai 2018, elle a été revendue par l'US Marshals Service pour 1 200 000 dollars à des investisseurs basés à Austin. Les nouveaux propriétaires ont mis environ 9 mois à la rénover. Selon eux, la maison était restée vide pendant 2 ans et nécessitait de nombreuses réparations. Aujourd'hui, la villa est de nouveau habitable. Elle compte 7 chambres, 8 salles de bain et 4 toilettes supplémentaires.
Elle est construite sur un terrain d'un peu plus d'1 hectare, avec vue sur la réserve naturelle de Rush Creek. Le design original signé de l'architecte Don Whitton est toujours visible. Parmi les éléments notables, une chambre de bébé attenante à la suite parentale, prévue parce que l'épouse de Saran attendait un enfant, et une fresque murale en 3 parties, peinte par un artiste italien spécialement invité pour l'occasion. La maison dispose aussi d'une piscine intérieure, d'un home cinéma et de sols en marbre chauffant dans toutes les pièces. Numéro 7. Paul Yearsley, le roi de la frime. On pourrait croire qu'un trafiquant de drogue aurait la présence d'esprit de ne pas étaler sa richesse au grand jour. Mais apparemment, Paul Yearsley n'a pas reçu le mémo à temps. L'homme était tellement pressé de montrer au monde sa villa de style géorgien, avec cinéma privé dernier cri, immense piscine, salle de sport et un Range Rover flambant neuf garé à côté d'une Bentley Continental, qu'il a carrément invité un magazine lifestyle à faire un reportage sur sa maison de rêve. Résultat, sa propriété de 6 millions de livres s'est retrouvée en pleine double page, décrite comme une maison de star de la pop. Pas de chance, quelqu'un de l'agence britannique contre le crime organisé a lu l'article et s'est posé une question toute simple. Comment un chômeur peut-il s'offrir une telle opulence? Yearsley prétendait avoir fait fortune en vendant des maisons à des footballeurs de Premier League. Mais en réalité, c'était un baron de la drogue. Son seul revenu officiel, une allocation invalidité du conseil municipal. Quelques centaines de livres par mois, tout au plus. Jusqu'en 1993, il travaillait comme maître nageur pour la mairie de Tamside, mais il a été mis à la retraite à 28 ans, pour raison de santé. 16 ans plus tard, il possédait un empire immobilier. Environ 80 logements autour de Manchester et même une villa sur la Costa del Sol. Sa propriété principale, baptisée Nosle Manor, se trouvait à Heaton, dans le secteur préféré des footballeurs. Il y a aussi construit une deuxième villa, qu'il a vendue pour 2,2 millions de livres et prévoyait d'en bâtir une troisième à 800 000 sur le même terrain. Mais sa soif de reconnaissance l'a perdu. En août 2009, lui et sa femme Carol ont invité un magazine local, Lancashire Life, à venir faire un reportage complet sur leur maison de 7 chambres. Résultat, en 2011, Paul Yearsley a été condamné à 5 ans et 4 mois de prison. Numéro 6. Le palais secret de Pezza dans les favelas. En plein cœur de l'un des quartiers les plus dangereux et les plus pauvres de Rio de Janeiro, le Complexo do Alemão, se cachait une luxueuse résidence appartenant à un chef de gang surnommé Pezza. Pendant que ses voisins vivaient dans le chaos, lui s'était installé dans un triplex digne d'un magazine déco. Piscine sur le toit, salle de bain avec jacuzzi, cuisine professionnelle équipée d'appareils en inox dernier cri, climatisation dans toutes les pièces et écran plat dans chaque chambre. Mais ce n'est pas tout. Le triplex abritait aussi une discothèque privée où Pezza dansait sur les morceaux de son artiste préféré, Justin Bieber. Sa planque a été découverte par la police et l'armée brésilienne lors d'une grande opération de nettoyage avant les Jeux olympiques d'été de 2016. Avant ces interventions, des zones comme le Complexo do Alemão étaient entièrement contrôlées par les gangs. La police n'y mettait jamais les pieds. Il a fallu près de 3 heures aux forces de l'ordre pour atteindre la maison, perchée en haut d'une colline avec une vue stratégique sur tout le quartier. Avant de fuir, Pezza a détruit plusieurs murs pour récupérer de la drogue, de l'argent liquide et diverses armes qu'il avait cachées dans la maison. Malgré cela, la police a saisi près de 6 tonnes de stupéfiants, ainsi qu'un arsenal conséquent. Numéro 5. Le palais de comte d'Amado Carrillo Fuentes. Vu le niveau de richesse et de pouvoir qu'il avait atteint, il est normal qu'Amado Carrillo Fuentes, le seigneur des cieux, figure 2 fois dans notre classement. En 1992, il a fait construire un autre manoir ultra luxueux, inspiré de Scheherazade, la célèbre conteuse des 1001 nuits. Fan de ses récits orientaux comme Aladdin ou Ali Baba et les 40 voleurs, Carrillo a baptisé sa propriété 1001 nuits, littéralement 1001 nuits en espagnol. Le manoir comprenait de nombreuses chambres, chacune avec son propre dressing en bois de cèdre. Il y avait aussi plusieurs jacuzzis aux finitions argentées, des miroirs partout et bien sûr une grande piscine. Mais le plus surprenant, c'était le réseau de tunnels secrets qui couraient sous la maison. L'un d'eux a été découvert lors de la démolition du bâtiment. Ce passage, situé près de l'entrée principale, mesurait environ 60 mètres de long, avec une hauteur sous plafond de plus de 2 mètres. Il était construit en forme de carré, comme un couloir de fuite discret. Après la mort de Carrillo, la maison a été laissée à l'abandon. Rapidement, des toxicomanes ont commencé à s'y installer. Le manoir s'est lentement transformé en ruine couverte de graffitis dégradés du sol au plafond.
En 2006, la villa Miliunanoche a été mise en vente. Aucun acheteur. En 2009, le gouverneur de Sonora, Eduardo Burr, a ordonné sa démolition. Mais ce n'est qu'en septembre 2020 que les ouvriers ont été envoyés pour détruire ce qu'il restait de ce palais d'un autre monde. Numéro 4. Davis Leonel Rivera et son zoo personnel. Chef légendaire du cartel hondurien des Cachiros, Davis Leonel Rivera a avoué sa participation à au moins 78 meurtres, avant de commencer à balancer ses anciens associés. Aujourd'hui, aussi bien Rivera que celui qui l'a contribué à faire tomber, l'ex-président hondurien Juan Orlando Hernández, sont sous la garde des autorités américaines. Mais sa propriété, elle, est entre les mains du gouvernement du Honduras. Et quelle propriété! Un domaine luxueux abritant 58 espèces animales, dont des tigres et des hippopotames. Il y avait aussi une tyrolienne, un petit train et une piste de karting, avec un seul car encore fonctionnel. Les félins étaient gardés dans des cages en métal et consommaient à eux seuls près de 5000 kilos de poulet par mois. Sans les millions du cartel pour financer tout ça, la facture est devenue un fardeau. Dès le départ, Rivera et son frère avaient ouvert leur parc au public, ce qui leur a permis de convaincre des pays étrangers de leur vendre des animaux exotiques, sans éveiller les soupçons. Mais ne vous attendez pas à une visite éducative. Aucun panneau explicatif, aucun guide, aucune information sur l'âge ou l'origine des animaux. Et depuis que l'État a pris le relais en 2013, la plupart des bêtes n'ont même pas quitté leur cage. Numéro 3. La Villa Rose de Pablo Escobar à Miami. Pablo Escobar ne se contentait pas de posséder des biens au Mexique ou en Colombie. Il avait aussi des villas aux États-Unis, dont une somptueuse maison rose à Miami, en Floride. Bien sûr, elle était luxueuse, mais elle servait aussi à planquer de l'argent liquide. Lors de travaux de rénovation en 2016, un ouvrier du nom de Miguel Matt a découvert un coffre-fort caché dans les fondations en béton, derrière le tout dernier mur à démolir. Le coffre, d'environ 60 cm sur 60, pesait plusieurs centaines de kilos. Le nouveau propriétaire, Christian de Berdouar, n'y croyait pas, jusqu'à ce qu'il vienne vérifier par lui-même. Berdouar, fondateur de la chaîne Chicken Kitchen, et son épouse Jennifer Valopi avaient déjà repéré un ancien coffre encastré dans le sol. Mais celui-là avait été volé par les ouvriers précédents. Cette fois, ils n'ont pris aucun risque. Le nouveau coffre a été attaché sur un camion plateau et transféré dans un lieu sécurisé. Son contenu? Révélé uniquement aux autorités. La propriété avait été saisie par le gouvernement américain en 1987, puis rachetée par de Berdouar en 1990. La villa comptait 4 chambres, 6 salles de bain, une piscine et un garage. Elle est restée inhabitée pendant des années, après avoir été gravement endommagée par un incendie. Numéro 2. Darren Odell Jones et sa villa texane. En 2010, les US Marshals ont organisé la vente aux enchères d'une villa luxueuse située dans le nord de Houston, saisie à l'ancien baron de la drogue Darren Odell Jones. La maison de plus de 750 mètres carrés comprenait 5 chambres. La vente, ouverte au public, a débuté en ligne avec une mise à prix de 491 000 $, avant l'enchère finale du 30 mars. Jones, alors en détention, purgeait une peine d'11 ans pour avoir dirigé un vaste réseau de trafic de cocaïne dans la région. Selon les enquêteurs, son cartel avait des liens directs avec les cartels mexicains. En plus de la maison, Jones a dû abandonner plusieurs véhicules de luxe, une Mercedes S550 de 2007, une Maserati de 2007-1006, un Chevrolet Avalanche de 2007, un Saturn Vue de 2002 et un BMW X5 de 2001. Et bien sûr, $1 million issus de ses activités illégales. Numéro 1. José Gonzalo Rodríguez Gacha et la future ambassade de Chine. Autrefois propriété de José Gonzalo Rodríguez Gacha, l'un des hauts gradés du cartel de Medellín. Cette maison abandonnée est aujourd'hui le futur site de la nouvelle ambassade de Chine en Colombie. Avec plus de 5000 mètres carrés de terrain, l'endroit aurait coûté $18 millions, une goutte d'eau à l'échelle mondiale, mais une somme énorme pour le marché local. Connue sous le nom de Cagacha, la demeure fut achetée à l'époque où le cartel de Medellín contrôlait près de 90% du commerce mondial de cocaïne. Les narcos achetaient alors des villas dans les quartiers les plus chics du pays, comme un pied de nez à l'élite colombienne, qui les méprisait. Mais après avoir semé la terreur, corrompu la politique et failli plonger la Colombie dans le chaos total, les membres du cartel n'ont jamais vraiment pu redorer leur image. Ce qui étonne, c'est que les autorités chinoises, réputées pour leur superstition, aient choisi ce lieu chargé d'une histoire aussi sombre. Mais peut-être est-ce que justement le but? Tourner la page.
Aujourd'hui, le gouvernement colombien espère que cette ambassade symbolisera un nouveau départ et dissipera enfin les fantômes du passé. Et voilà, c'était notre plongée dans l'univers des villas abandonnées des plus grands barons de la drogue au monde. Des palais transformés en ruines, des tunnels secrets, des eaux privées, des piscines sur les toits. Derrière chaque façade, une histoire de pouvoir, de frimes et de chute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager vos réactions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus incroyable. À la prochaine.